Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler un peu tunas. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur le sujet où j'introduis très rapidement le CNC, je vous invite à aller la voir, la vidéo sera sûrement un peu plus claire pour vous, mais j'essaierai de la rendre accessible pour tout le monde. Alors il est temps de lever un peu le rideau sur comment on en vient à produire un film, qui le finance réellement et comment estime-t-on le budget. Alors je vais surtout m'attarder sur le système français avant le système américain pour vous enlever quelques idées reçues sur le sujet, mais je reviendrai très prochainement sur la façon dont les États-Unis produisent leurs films, car il y a pas mal de choses à dire. Commençons donc par le départ. Un réalisateur, appelons-le Bob, se met à avoir une idée de scénario. Il commence à développer et à faire mûrir son idée et décide de rencontrer un producteur qu'on va appeler Alice pour la diversité, tu connais. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas le producteur qui donne de son argent pour financer le film. Le travail du producteur, c'est de justement aller chercher les financements pour le réaliser. Mais avant ça, il y a ce qu'on appelle un financement du développement du scénario. Cette étape, elle permet de développer le scénar à l'aide notamment d'un scénariste qui vérifie que l'histoire soit suffisamment claire et concise pour être présentée à des investisseurs. C'est en gros la somme monétaire nécessaire pour investir dans votre idée jusqu'à ce qu'elle soit dans une forme qui soit présentable aux investisseurs et en mesure d'attirer le financement pour la production. Ce financement peut provenir du CNC qui propose une aide au développement du scénario, qui permet donc de payer par exemple un scénariste ou les déplacements du producteur pour commencer à chercher des investisseurs. Le travail de réalisateur et de producteur est très intimement lié car ils ont à la base une envie commune de mettre en scène l'histoire. C'est pas juste un mec en costard avec son cigare dans la bouche et de la coke, c'est aussi un artiste avec le réalisateur. Et pour trouver des financements, il faut donc vendre le projet. Il y a alors un gros travail de préparation pour présenter le film. Il y a donc tout un package artistique à expliquer. Il y a le pitch, le synopsis accompagné du scénario entier, une note d'intention du réalisateur qui doit écrire très clairement pourquoi cette histoire compte pour lui, et ce qu'il souhaite critiquer ou montrer, qui il imagine dans le casting principal, et avec le producteur et le premier assistant réalisateur et d'autres, ils estiment un budget. Cette estimation, elle se fait par le biais de ce qu'attend le réalisateur. Déjà, les comédiens, plus ils sont susceptibles de rapporter de l'argent, plus ils sont chers, les différents lieux et décors qu'il faut louer, ce que ça pourrait potentiellement coûter, le nombre approximatif de jours de tournage que ça demanderait, le salaire des techniciens, etc., etc. Tout ça doit être envoyé sous forme de dossier. Les investisseurs, ils veulent aussi savoir comment le producteur planifie de lever l'argent et comment il envisage de les rembourser, parce que c'est pas juste de l'argent donné comme ça, c'est justement une preuve de confiance de la réussite du film, ou du moins de la qualité du producteur. Prenons comme exemple le fait que le film ait un budget estimé à 9 millions d'euros et que Bob souhaite avoir Alain Chabat, qui coûte très cher. Une fois que le dossier est prêt, le producteur va un peu partout pour pitcher le projet et réussir à choper des financements. Les principaux investisseurs sont d'une part, on en a parlé, le CNC qui accorde des aides et des subventions pour soutenir la production française, raison pour laquelle beaucoup de films passent par le CNC, mais ce n'est pas lui qui décide si le film se fait ou pas, encore une fois, ça c'est une idée reçue. Et ces aides sont en général moindres face aux chaînes de télévision qui participent volontiers au financement pour se donner un droit à l'exclusivité sur les diffusions de leur chaîne. Canal+ est en général la première de la partie, puis France TV peut aussi participer si l'histoire respecte son cahier des charges, donc s'il est divertissant, pas trop violent, bref un cahier des charges un peu de tocard. Et ce financement leur permet d'acheter le film, ce qu'on appelle un préachat. Il y a ensuite les aides régionales qui participent à financer un film pour soutenir et développer l'économie et l'activité locale. Leurs contreparties sont donc évidemment de venir tourner chez eux. Les plus importantes selon un rapport de 2017 restent le Nord-Pas-de-Calais et les Bouches-du-Rhône qui sont très demandées. Il y a aussi ce qu'on appelle des coproducteurs, vous pouvez le remarquer au début des génériques de films. Ces coproducteurs investissent en échange d'un droit de propriété sur la copie du film et un droit sur les futures recettes qu'il va engendrer. Ils sont donc propriétaires juridiquement d'une part du film. Il y a aussi ce qu'on appelle les SOFICA, qui sont les sociétés de financement de l'industrie cinématographique, qui sont des niches fiscales dans lesquelles les particuliers peuvent investir. Elles font partie des apporteurs capitaux classiques dans la production d'un long métrage de cinéma. Elles mettent beaucoup quoi, c'est ça que ça veut dire. Et elles se créent soit à l'initiative des banques, BNP Paribas se vend d'ailleurs comme la principale fournisseuse, soit aux chaînes professionnelles cinématographiques comme les Arte par exemple. Et enfin les distributeurs qui versent une avance sur les recettes du film afin de se faire rembourser les premiers sur les revenus qui seront générés par la distribution. Vous pensez toujours que les salles de cinéma ne servent à rien? Et le producteur, quand il le peut, il verse aussi une somme qui dépend de sa boîte ou de son agence. Tous ces investisseurs, et il peut y en avoir encore plus, participent au financement total du long métrage. Certaines marques n'hésitent pas non plus à proposer de l'argent en échange d'un placement de produit dans le film, comme une montre Rolex ou un acteur qui boit un coca. Ça me permet de faire une parenthèse sur le fait que toutes les marques que vous voyez dans un film, ce sont des placements de produits. Voilà, au revoir. Et il y a aussi des financements étrangers qui peuvent intervenir par exemple quand on tourne dans un autre pays, et il y a aussi le crédit d'impôt. Alors je risque de vous perdre sur la définition de ce crédit et je pense que j'en ferai une vidéo entière sur le sujet car il y a pas mal de choses à dire dessus. Mais c'est en gros un système qui permet de relocaliser le cinéma en France pour des productions étrangères qui aimeraient tourner dans notre pays. Rendez-vous compte que tout ça relève donc d'une confiance commune sur la réussite d'un film,
car un échec entraîne forcément un retour négatif sur investissement et c'est pas terrible pour essayer de relancer la machine. Mais très souvent en France, les films ne coûtent pas extrêmement cher, il y a donc rarement des échecs commerciaux et s'il y en a, ils sont pas difficiles à surmonter. Mais par exemple, le dernier gros coup de massue était arrivé à Luc Besson et sa boîte EuropaCorp. Le budget du film Valérian qu'il a réalisé en 2017 s'estimait à 197 millions d'euros, ce qui en fait le film français le plus cher de l'histoire. Mais les recettes totales ont été de 232 millions d'euros. Vous enlevez les 40% qui revenaient aux salles et vous avez à peine de quoi rembourser la production et la distribution. Ce fut un échec si énorme que ça a failli faire couler EuropaCorp pour de bon. Mais cette entreprise finance aussi des productions américaines qui en général marchent plutôt bien, ce qui a permis de sauver in extremis la boîte. Si l'on prend l'opposé, Bienvenue chez les Ch'tis, qui est l'une des plus grosses réussites au box-office français, il avait un budget total estimé à 11 millions d'euros et en a rapporté 100 millions en 5 semaines, ce qui en fait un énorme succès commercial où tout le monde est gagnant. Mais très souvent, les productions se remboursent naturellement. On calcule d'ailleurs leur rentabilité en pourcentage en prenant le ratio des recettes estimées et le budget. Si on estime la rentabilité d'un film à 50% par exemple en salle, ça veut dire que pour 100 euros investis, 50 euros des recettes sont prévus. Quand on va au-delà de 100%, c'est que le film est une réussite commerciale. Mais attention, le remboursement ne s'arrête pas à la sortie du film en salle, le budget est aussi remboursé avec la réussite du long métrage en streaming légal et en support DVD et Blu-ray. Selon d'ailleurs une étude du CNC en 2019, 80% des films français font encore l'objet d'une exploitation commerciale 10 ans après leur sortie, que ce soit par son succès en sortie numérique, comme on le disait, ou de sa diffusion sur les plateformes. Le film Les Beaux Gosses, par exemple, qui est sorti en 2008, recevait encore de l'argent en 2018. Le remboursement d'un long métrage peut être un investissement sur du long terme pour des boîtes et des sociétés de production. C'est pour ça qu'on parle d'échec quand l'écart est beaucoup trop énorme dès sa sortie en salle, car cela remet en question son succès ensuite à la télé ou sur les plateformes. Je vous donne un exemple, le film Maloute, réalisé par Bruno Dumont, qui est un réalisateur que j'adore, a eu un budget de 7,2 millions d'euros. Il a eu une rentabilité de 60% et a rapporté 4 millions d'euros au box-office en France. On pourrait donc croire qu'il s'agit d'un échec, mais la suite de son exploitation permet largement de rembourser son budget. Ça n'en fait pas une réussite pour autant, mais ça n'est pas un échec non plus. Et je vous le conseille d'ailleurs, il est excellent. À titre comparatif, pour revenir sur Valérian, sa rentabilité n'a été que de 13%. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que certains articles de presse ou à ce que la télé du direct raconte. Ils peuvent facilement parler d'un bide au cinéma alors qu'il ne se fit qu'aux sorties en salle. Voilà pour ces informations, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous comprendrez un peu mieux le fonctionnement. Tout ce chemin de financement dure aussi beaucoup de temps et il y a très souvent 2, 3, voire encore plus d'années qui séparent l'idée du réalisateur et la sortie en salle du film. J'aurai l'occasion de revenir plus en profondeur sur l'économie chez les comédiens qui jouent un rôle important en France, mais qui jouent aussi un rôle très crucial aux États-Unis pour faire rouler la machine, ou encore plus en profondeur sur le crédit d'impôt qui est un système, je pense, important à comprendre pour ne pas raconter n'importe quoi sur le cinéma français. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Twitter et Instagram, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!